Je n'oublierai jamais ce jour. Ce matin-là, le soleil semblait plus pâle que d'habitude, comme s'il hésitait à briller pour moi. L'air sentait la désinfection et la fatigue, un mélange d'hôpital et de vie suspendue. J'étais assis sur le bord du lit, un sac plastique à la main, mes vêtements froissés, mon cœur un peu vide. Le médecin m'avait dit que tout allait bien, que ma tension était revenue à la normale, que je pouvais rentrer chez moi. Mais quelque chose en moi savait que rien n'allait vraiment bien. Quand j'ai signé les papiers de sortie, j'ai senti un petit tremblement dans mes doigts. Pas de peur, non. Plutôt ce frisson étrange qui te parcourt quand tu sens que la vie va changer, mais que tu ignores encore comment. Je n'étais pas censé partir ce jour-là. Ma sortie était prévue pour demain. Un simple contretemps administratif, paraît-il. Un oubli dans le planning. J'ai pris ça comme un signe. Je suis sorti du bâtiment avec un pas lent, mon sac serré contre moi. Le vent frais du dehors m'a frappé en plein visage, et j'ai respiré profondément. Après une semaine enfermée dans ce lieu où tout sentait la mort ralentie, l'air libre avait le goût de la renaissance. Je me disais que ma femme serait surprise. Elle allait sûrement sauter dans mes bras, me dire que je lui avais manqué, que la maison était vide sans moi. Je me trompais. Le taxi m'a déposé devant chez moi vers midi. Le quartier était calme, trop calme peut-être. J'ai reconnu les plantes qu'elle avait mises sur la terrasse, les rideaux blancs qu'elle aimait tant, la petite tasse qu'elle laissait toujours sur la table du balcon. Tout semblait paisible, trop paisible. J'ai monté les escaliers doucement, presque en apnée. Ma clé a tourné dans la serrure avec un bruit sec. À peine la porte ouverte, j'ai entendu un son, léger, étouffé, un rire, une voix d'homme, grave, détendue, puis un soupir féminin. Mon cœur s'est arrêté. Pendant quelques secondes, je n'ai plus bougé. J'ai cru que mon esprit me jouait un tour. Peut-être la télévision? Un appel en haut-parleur? Non. Ces intonations-là, je les connaissais trop bien. C'était la voix de ma femme. Et ce ton, ce rire qu'elle ne réservait qu'au moment où elle se sentait désirée. Je suis resté là, planté dans le couloir, les mains tremblantes. J'ai posé lentement mon sac au sol, sans faire de bruit. J'entendais leurs murmures à travers la porte entr'ouverte de la chambre. Des chuchotements entrecoupés de respirations haletantes. Mon cerveau refusait de comprendre. Tout se mélangeait, le souvenir d'elle m'apportant des repas à l'hôpital, son regard inquiet, ses messages pleins d'amour, et cette trahison, là, à quelques mètres de moi. J'ai avancé, un pas après l'autre, comme un fantôme. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. En m'approchant, j'ai distingué les draps froissés, leurs ombres entremêlées, et le parfum de ma femme, ce parfum sucré que je lui avais offert pour son anniversaire. J'ai senti une brûlure dans ma poitrine, pas seulement de la colère, c'était pire, une douleur sourde, glaciale, celle du désespoir. Je n'ai rien dit, pas tout de suite. J'ai reculé, lentement, sans bruit. J'ai pris mon sac et je suis ressorti de la maison. Le soleil m'a encore frappé au visage, mais cette fois, il brûlait. Je ne voyais plus rien, mes yeux embués de larmes que je refusais de laisser tomber. Je me suis assis sur le trottoir, face à la porte close. Les passants allaient et venaient sans me remarquer. J'étais invisible. Un homme de 30 ans qui venait de perdre tout ce qui donnait un sens à sa vie. J'ai sorti mon téléphone. J'ai relu les messages qu'elle m'avait envoyés la veille. Mon amour, j'ai hâte que tu rentres. La maison est vide sans toi. Promis, je prépare ton plat préféré demain soir. Demain. Sauf que j'étais rentré aujourd'hui. Un jour trop tôt. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, immobile. À un moment, un voisin m'a salué. J'ai fait un signe de tête mécanique. Je n'entendais plus rien, seulement le bruit du sang dans mes oreilles. Puis j'ai pris une décision, pas celle de hurler, pas celle de frapper. Non, j'ai décidé de tout observer, de comprendre. J'ai attendu. 2 heures peut-être. Puis l'homme est sorti. Grand, costaud, chemise ouverte, sourire satisfait. Il a fermé la porte derrière lui, sans se douter que j'étais là, assis à 10 mètres. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde.
Il m'a pris pour un inconnu, a hoché la tête poliment, puis il est monté dans sa voiture. Je l'ai regardé partir, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le calme. Un calme terrifiant. Je suis remonté. La porte était toujours entr'ouverte. Elle était dans le salon, une couverture autour d'elle, les cheveux ébouriffés. Quand elle m'a vu, elle a blêmi. Son visage a tout dit avant qu'elle n'ouvre la bouche. Tu es déjà sorti? Sa voix tremblait. Oui. Apparemment, je vais mieux. Elle a voulu parler, mais aucun mot ne sortait. Qui était cet homme? Elle a détourné le regard. Un ami. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Un ami. Nu, dans notre lit, le silence a pesé lourd. Elle s'est mise à pleurer, à balbutier des excuses, à dire que c'était une erreur, que la solitude, que la peur de me perdre. Je n'ai rien répondu. Je l'ai écoutée, sans la regarder. Tout ce qu'elle disait sonnait creux. Puis elle a tenté de me prendre la main. Je l'ai retirée. Tu sais, ai-je murmuré, c'est drôle. Hier encore, je te disais que j'avais rêvé de toi. Dans ce rêve, tu m'attendais devant la porte, avec ton sourire. Et moi, idiot, j'y ai cru. Elle s'est effondrée, les épaules secouées. Je n'ai pas pleuré. Pas une larme. Pas encore. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assis sur le canapé, à fixer le plafond, pendant qu'elle pleurait dans la chambre. Chaque tic-tac de l'horloge me rappelait la trahison. Au matin, je me suis levé, j'ai pris une douche froide et j'ai quitté la maison. Je ne savais pas où aller. J'ai marché, longtemps. Je repensais à tout ce qu'on avait construit ensemble, les promesses, les projets, les rires du passé. Tout s'effondrait. Mais au fond de moi, une autre pensée germait, une idée qui allait changer le cours des choses. Je ne voulais pas seulement fuir, je voulais comprendre pourquoi. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi moi? Les jours suivants, j'ai observé. J'ai appris que cet homme, Marc, travaillait dans le même immeuble qu'elle. Marié, lui aussi. 2 enfants. Un sourire propre, une vie apparemment stable. Je l'ai vu plusieurs fois, à distance. Toujours la même attitude tranquille. Je n'étais plus jaloux. J'étais en mission. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de ma femme. Je t'en supplie, parlons, je t'aime encore. Je n'ai pas répondu, mais j'ai senti une colère froide monter en moi. Elle voulait parler? Très bien, on allait parler. Je suis retourné chez moi le soir. Elle était là, les yeux rougis, la maison rangée comme pour effacer la faute. J'ai tout arrêté, m'a-t-elle dit. Je te le jure, c'est fini. Fini? Ai-je murmuré. Elle a hoché la tête. Je t'aime. Je l'ai regardée longtemps, puis j'ai dit « Moi aussi je t'aimais ». Elle a éclaté en sanglots, m'a supplié de lui pardonner. Mais dans mon regard, il n'y avait plus rien. Les jours suivants, je suis resté distant. Je faisais semblant de la croire, de sourire, de dormir à côté d'elle. Mais à l'intérieur, tout brûlait, et un soir j'ai trouvé une idée, une manière de rendre cette douleur utile, pas en criant, pas en frappant, en révélant, pas à elle, à lui. J'ai trouvé son adresse, sa femme, ses enfants. J'ai découvert que Marc menait une double vie plus tordue qu'elle ne l'imaginait. Alors j'ai commencé à tout écrire. Les preuves, les messages, les photos. Chaque mot que je couchais sur le papier me libérait un peu plus. Ce n'était plus seulement une trahison conjugale, c'était une guerre silencieuse. Et moi, j'étais prêt à la mener. Les jours qui ont suivi ont eu la saveur du silence. Un silence lourd, presque épais, comme une couverture mouillée dont on ne peut pas se débarrasser. Elle faisait tout pour que la maison paraisse normale. Le café prêt le matin, les repas chauds, les mots doux lancés avec prudence. Moi, je répondais, mécaniquement. À l'intérieur, pourtant, quelque chose de froid et précis s'était installé. Une idée fixe. Je n'étais plus l'homme blessé qui pleurait. J'étais celui qui observait, qui attendait. Chaque geste, chaque mot de ma femme devenait une pièce dans un puzzle que je reconstruisais, lentement, pour comprendre. Pourquoi elle m'avait trompé? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant?
Un soir, alors que je feignais de dormir, son téléphone a vibré sur la table de nuit. Elle s'est levée en silence, croyant que je ne remarquerais rien. Elle a pris l'appareil et s'est dirigée vers le salon. J'ai attendu quelques secondes, puis je l'ai suivie. Elle parlait à voix basse, les yeux humides. « Non, c'est fini, Marc. Je t'ai dit que c'était fini. Oui, je l'aime encore. Je veux sauver mon mariage. Non, arrête de m'appeler. » Elle a raccroché en tremblant. J'ai reculé doucement, avant qu'elle ne me voie. J'ai regagné le lit, le cœur battant. Le prénom, cette fois, je l'avais entendu clairement. Marc. Le lendemain, j'ai fait ce que je faisais rarement. Je me suis rendu sur son lieu de travail, sous prétexte de lui faire une surprise. Un immeuble gris, 4 étages, des bureaux aux vitres teintées. Je l'ai vu, au loin, sortir pour la pause de midi, accompagné d'une collègue. Je l'ai suivi du regard, puis j'ai vu Marc. Grand, les cheveux poivre et sel, chemise impeccable, sourire tranquille. Je l'ai observé de loin, le temps de comprendre qui il était vraiment. Ce type respirait la confiance. Ce genre d'homme qui entre dans une pièce et capte l'attention sans effort. Il riait avec d'autres, un rire que j'avais déjà entendu résonner dans ma propre chambre. Et moi, j'étais là, debout sur le trottoir, le poing fermé dans ma poche. Je n'ai pas fait de scandale. Pas ce jour-là. J'ai simplement attendu. J'ai commencé à le suivre, discrètement. Le soir, j'ai découvert où il vivait, son quartier, sa maison au volet bleu. Il avait une femme, 2 enfants. La vie parfaite. C'est là que j'ai compris que j'avais entre les mains plus qu'une trahison. J'avais une bombe. Je me suis mis à écrire. D'abord pour moi, pour vider ce trop-plein de colère. Puis pour lui. Des lettres anonymes. Des vérités bien placées. Je racontais tout. Les dates, les lieux, les détails qu'elle m'avait confiés sans savoir qu'ils serviraient un jour d'arme. Je décrivais les scènes comme un narrateur invisible. Je n'avais pas besoin de signer. La vérité parlerait d'elle-même. 3 semaines ont passé avant que les choses ne bougent. Un soir, j'ai reçu un message. Pas de ma femme, pas de Marc, de sa femme à lui. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. Je crois que je devais savoir la vérité. Je suis resté figé devant l'écran, incapable de respirer. Elle savait. Le lendemain, Marc a cessé d'aller au travail. Ma femme est rentrée plus tôt que d'habitude, le visage fermé. Elle a posé son sac et m'a regardé longuement. Il a tout perdu. Sa femme, son poste, tout. Tu sais quelque chose ? Je l'ai fixé sans cligner des yeux. Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que depuis que tu es revenu, il m'arrive des choses étranges, des messages, des gens qui m'observent. Peut-être que c'est le prix des mensonges, ai-je soufflé. Elle a pâli. Son regard s'est rempli de peur. Pas de culpabilité, non, de peur. Et cette peur-là, étrangement, m'a calmé. Je ne l'ai pas trahi, pas encore. Mais je savais que ma vengeance prenait forme. Les jours suivants, j'ai continué d'agir normalement. Je lui parlais avec douceur, je l'écoutais, je l'accompagnais même faire les courses. Elle semblait rassurée, croyant que la tempête était passée. Mais chaque mot qu'elle disait me donnait une raison de plus d'aller jusqu'au bout. Un soir, alors que je préparais le dîner, elle est venue m'enlacer par derrière. « Merci d'être resté », a-t-elle murmuré. J'ai fermé les yeux. Son étreinte me semblait étrangère, presque fausse. « Tu crois vraiment que les choses peuvent redevenir comme avant ?» ai-je demandé. « Oui, si on s'aime encore. » Et si tout avait changé ? Elle n'a pas répondu. J'ai senti qu'elle tremblait. Peut-être qu'au fond, elle savait déjà que rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel inattendu. Une voix féminine, douce. « Bonjour. Vous êtes bien, monsieur Durand ? Je suis la femme de Marc. » Un frisson m'a parcouru. « Oui, c'est moi. Je pense que nous devrions parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret, à l'écart du centre-ville. Elle s'appelait Claire, une femme élégante, les yeux cernés par la fatigue, mais avec une dignité que j'ai immédiatement respectée.
Elle a posé sur la table un dossier épais. Je sais tout, a-t-elle simplement dit. Les preuves, les photos, les messages. Merci pour ce que vous m'avez envoyé. Je l'ai regardé. Pourquoi me remercier? Parce que grâce à vous, je vais pouvoir le quitter sans regret. Et vous? Qu'allez-vous faire? J'ai hésité. Je ne sais pas encore. Elle a souri tristement. Vous savez, la vengeance, ça apaise un moment, mais ça finit par brûler tout ce qu'on touche. Ces mots m'ont frappé. Mais je n'étais pas prêt à écouter. Pas encore. En rentrant chez moi, j'ai trouvé ma femme en train de préparer un repas, comme si de rien n'était. Elle m'a accueilli avec un sourire forcé. Tu es sorti? Oui. J'avais besoin d'air. Tu as l'air fatigué. Juste pensif. Elle m'a regardé un moment, comme si elle cherchait quelque chose dans mes yeux. Puis, elle a soupiré. Je veux tout recommencer, quitter cette ville, repartir à zéro, toi et moi. J'ai hoché la tête sans répondre. À ce moment précis, j'ai compris qu'elle n'avait aucune idée de ce que j'étais devenu. Cette nuit-là, j'ai rêvé de feu, d'une maison qui brûle doucement, sans cris, sans pleurs, juste le silence et la chaleur. Quand je me suis réveillé, j'avais pris ma décision. Je ne voulais pas la détruire. Je voulais la faire vivre avec ce qu'elle avait fait. Qu'elle sente, chaque jour, ce que c'est que de douter, de ne plus savoir ce qui est vrai. Alors j'ai commencé un jeu subtil, des petits détails, déplacer des objets, effacer des messages, faire semblant d'oublier certaines choses qu'elle m'avait dites. Rien de violent, juste suffisant pour qu'elle perde pied. Elle devenait nerveuse, sursautait au moindre bruit. Un soir, elle a éclaté. « Tu veux me rendre folle, c'est ça ?» J'ai haussé les épaules. « Peut-être que tu te rends folle toute seule. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je t'ai dit que j'étais désolée. Qu'est-ce que tu veux encore ? » « Que tu comprennes. » « Comprendre quoi ? » « Ce que ça fait de douter de tout. » Elle a reculé, effrayée. « Tu me fais peur. » « Tant mieux, » ai-je répondu. Les jours se sont enchaînés, lents et tendus. Je me surprends moi-même. Moi, l'homme calme, je devenais stratège, manipulateur, patient. Et pourtant, au fond, une part de moi hurlait de douleur. Un matin, alors qu'elle était partie faire des courses, j'ai reçu un message inconnu. « Tu ne me connais pas, mais je crois que ta femme te ment encore. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Un numéro inconnu. Aucun nom. J'ai répondu. « Qui êtes-vous » Aucune réponse. Je me suis assis, tremblant. La colère est revenue, plus violente encore. Elle recommençait? Après tout ça? Quand elle est rentrée, j'ai guetté chacun de ses gestes. Elle souriait, parlait, comme si tout allait bien. Je n'ai rien dit. Pas ce soir-là. Mais je savais que quelque chose se préparait. Le lendemain, je l'ai suivie discrètement. Elle s'est arrêtée dans un café, seule d'abord. Puis un homme l'a rejointe. Pas Marc, un autre. Je n'entendais pas ce qu'ils se disaient, mais leurs visages parlaient pour eux. Un regard complice, une main qui effleure, un sourire trop tendre. J'ai senti mon sang bouillir. Je suis resté là, figé, incapable d'avancer ou de reculer. Je n'étais plus blessé. J'étais vidé. Quand elle est rentrée le soir, je l'ai accueillie avec un calme presque inquiétant. « Bonne journée ?»« Oui, pourquoi ? » ?»« Tu es allé où déjà ? » ?»« Faire des courses, comme d'habitude. »« Ah oui. » Je l'ai regardé mentir sans cligner des yeux, et à cet instant, quelque chose s'est brisé définitivement. Je ne voulais plus comprendre. Je voulais agir. Je crois qu'à partir de ce jour-là, quelque chose en moi s'est éteint pour de bon. Ce n'était plus seulement de la colère, ni même de la tristesse. C'était autre chose, une sorte de vide solide, une paix dangereuse. J'avais cessé d'espérer qu'elle dise la vérité. J'avais cessé de croire qu'il restait quelque chose à sauver. J'étais devenu un spectateur de ma propre vie. Chaque geste, chaque parole était calculée, mécanique. Je l'observais comme on observe une inconnue, cherchant à deviner ce qui bouge encore sous la surface. Je savais pour cet homme. Je savais qu'elle recommençait. Mais cette fois,
Je ne voulais pas la confronter. Non. Je voulais qu'elle se confronte à elle-même. Pendant des jours, j'ai laissé des indices, des choses qu'elle seule pouvait comprendre. Un mot glissé dans son sac, une photo posée sur la table, un parfum d'homme inconnu sur une chemise que j'avais volontairement déposée dans la salle de bain. Je voulais qu'elle doute, qu'elle se demande si, à mon tour, je ne la trompais pas. Et ça a marché. Une nuit, elle m'a réveillé en sursaut, les yeux rouges, la voix tremblante. « Dis-moi la vérité, tu vois quelqu'un ?» Je l'ai regardée longuement avant de répondre. « Pourquoi cette question ?»« Parce que je sens que tu m'échappes. Tu ne me regardes plus, tu rentres tard, tu ne parles plus. C'est toi qui m'as appris à mentir. » Elle a baissé les yeux. « Je t'aime encore. »« Non, » ai-je murmuré. « Tu aimes l'idée de moi. C'est différent. » Elle a éclaté en sanglots. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien ressenti, pas même de pitié. Juste cette fatigue immense d'avoir trop donné. Les semaines suivantes ont été un jeu de rôle. Nous vivions sous le même toit, mais dans deux mondes différents. Elle, dans la peur de me perdre. Moi, dans l'attente du moment où je pourrais enfin partir. Je n'avais plus envie de vengeance. Je voulais ma liberté. Un soir, alors qu'elle prenait sa douche, j'ai pris un sac. J'y ai mis quelques vêtements, mon ordinateur, mes papiers, rien d'autre. Puis j'ai écrit une lettre, pas pour la blesser, pour dire ce que j'avais gardé trop longtemps. Je ne sais pas à quel moment nous avons cessé d'être heureux. Peut-être le jour où tu as commencé à douter de moi, ou celui où j'ai commencé à croire que ton amour suffisait à guérir mes blessures. J'ai voulu te pardonner vraiment. Mais il y a des choses qu'on ne répare pas parce qu'elles sont trop graves, mais parce qu'elles changent la façon dont on respire, dont on regarde l'autre. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, même si ce n'est plus moi. J'ai laissé la lettre sur la table, puis j'ai fermé la porte doucement, sans bruit, comme on quitte un lieu sacré qu'on ne veut pas profaner. Je n'ai pas regardé en arrière. Les jours suivants, j'ai dormi chez un ami, loin du tumulte. Je me sentais vide, mais curieusement apaisé. Elle a essayé de m'appeler, d'envoyer des messages, des audios, des excuses. Je n'ai rien répondu. Puis, un matin, j'ai reçu un dernier message. « Tu as gagné, je vais partir moi aussi. » Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose m'a retenu. Une intuition. Le soir même, son numéro a cessé de répondre. Je suis retourné chez nous. La maison était vide. Un silence presque religieux régnait. Sur la table, à la place de ma lettre, il y en avait une autre. Son écriture tremblait. « Je t'ai fait trop de mal, et je ne sais pas vivre avec ça. Si tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas eu le courage d'attendre ton pardon. Je t'ai aimé, à ma manière. Pardonne-moi. » J'ai senti mes jambes se dérober. Je suis sorti en courant, sans savoir où aller. J'ai appelé, j'ai cherché. La police, les hôpitaux. Rien. Pendant 3 jours, aucune nouvelle. Puis un appel. Un corps retrouvé non loin du fleuve. Pas de papier. Mais son alliance, gravée à l'intérieur. Pour toujours. Ah monsieur, je suis resté des heures à fixer ce bijou posé dans une petite enveloppe. Le monde autour de moi n'avait plus de son. Juste le souvenir d'elle, de ses rires, de ses trahisons, de ses pleurs. J'ai compris ce jour-là que ma vengeance avait eu un prix. Trop grand. Les semaines suivantes ont été floues. Des visages, des condoléances, des voix qui me disaient que le temps guérirait. Mais le temps ne guérit rien. Il enterre. Et ce qu'il enterre, parfois, finit par pourrir à l'intérieur. Je vivais dans un appartement vide, loin de tout. Les nuits, je rêvais d'elle. Pas de sa trahison, de ses gestes tendres, de nos débuts. Et chaque matin, je me réveillais avec cette même phrase dans la tête. Si je n'étais pas rentré un jour plus tôt. Un soir, j'ai rouvert l'ancien dossier que j'avais écrit sur Marc. J'ai relu chaque mot. J'ai revu ma colère, ma froideur. Et je me suis haï. Pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'étais devenu à cause de ça. Un monstre tranquille. J'ai voulu tout supprimer. Mais au moment d'effacer, j'ai reçu un message, un numéro inconnu. Je suis désolé pour votre femme.
On ne se connaît pas, mais je crois que j'ai quelque chose à vous dire. J'ai d'abord cru à une erreur. Puis le message suivant. Je suis Marc. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Je suis resté figé, incapable de bouger. Puis j'ai tapé. Pourquoi tu m'écris? Sa réponse est arrivée aussitôt. Parce que tu ne sais pas tout, et il faut que tu saches avant de me haïr davantage. J'ai fixé l'écran pendant de longues minutes. Je ne savais pas si je voulais entendre la vérité. Mais une part de moi, celle qui n'en pouvait plus du silence, a répondu. Où et quand? Demain, 10 heures, café du port. Le lendemain, je m'y suis rendu. Marc était là, seul, les traits tirés, le regard épuisé. Rien du séducteur arrogant que j'avais observé autrefois. Il m'a laissé m'asseoir sans un mot. Puis il a sorti une enveloppe. Elle m'a écrit la veille avant de partir. J'ai pris la lettre, hésitant. Pourquoi me la donner? Parce qu'elle voulait que tu saches que tout ce que tu crois n'est pas forcément la vérité. Je l'ai ouverte. L'écriture tremblait. Les mots étaient tachés de larmes. Marc, je t'en supplie, ne lui dis pas. C'était un accident. Il ne devait pas rentrer ce jour-là. Je n'ai jamais voulu qu'il voie ça. C'est moi qui ai insisté pour qu'on se revoie, pas lui. Il m'a supplié d'arrêter et j'ai continué. Je croyais que je savais ce que je voulais. Mais j'ai tout détruit. Dis-lui qu'il n'a rien à se reprocher. J'ai levé les yeux vers Marc. Elle t'a écrit ça? Il a hoché la tête. Elle m'a quitté bien avant que tu ne le saches. C'est moi qui ai insisté. Elle m'a repoussé. Et quand tout a éclaté, elle s'est effondrée. Il a baissé les yeux. J'ai perdu ma famille aussi. Et j'aurais mérité ce que j'ai eu. Mais elle non. J'ai relu la lettre encore et encore, les mots dansant sous mes yeux. Toute cette colère, toute cette vengeance. Pour rien. Je me suis levé sans un mot. Marc m'a regardé partir, sans chercher à me retenir. Dehors, le vent soufflait fort, les nuages s'amoncelaient. Je ne savais plus si j'étais en train de pleurer ou si c'était la pluie. Je marchais sans but, juste pour fuir mes pensées. Et dans ce tumulte intérieur, une seule certitude s'imposait.